Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est en public, en direct du studio Espace d'Europe 1 que Franck Ferrand nous parle aujourd'hui de son sujet de prédilection, la cour de Versailles. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'étais en train de dire au public qui nous a rejoints aujourd'hui et que vous allez entendre à l'instant même. Bonjour. J'étais en train de dire que c'est la première fois depuis toutes ces années que je présente une émission dans ce studio. Vous voyez, Espace. Il y a une première à tout. Alors dans la famille de France, je choisis le fils et la belle-fille. C'est en effet le couple héritier de la couronne de Louis XV que je vous propose de découvrir cet après-midi. Le dauphin Louis, seul fils survivant du bien-aimé, au milieu d'une flopée de filles, et surtout son épouse, la discrète, l'effacée Marie-Joseph de Saxe, qui n'en a pas moins donné naissance à 3 futurs rois de France, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Et pour évoquer le dauphin Louis et la dauphine Marie-Joseph, vous avez convié à nous rejoindre une historienne parmi les plus familières de Versailles et de sa cour. En effet, je pense que si l'on propulsait Évelyne Levert en 1750 dans l'antichambre de l'Œil de Bœuf, elle y soutiendrait la conversation sans aucune peine. Je suis heureux qu'elle ait pu être des nôtres cet après-midi. Lorena Martin est là également. Elle va nous emmener faire un tour à Versailles. Et nous finirons cette heure passée au XVIIIe siècle par un retour aux origines à l'heure moderne. Et oui, autrement dit, depuis quand est-ce que l'on dit 14h15 au lieu de 2h15, par exemple ? Ah oui. Eh bien, nous allons répondre à cette question. Entre nous soit dit, moi j'ai toujours dit 2h15. Mais moi 14h15, voilà, voyez-vous. vous voyez, c'est la différence de génération entre nous. Allez, si tout ça vous convient, allons-y, fouette cocher. En 1746, au cœur du règne de Louis XV, l'avenir se présente sous un jour favorable au beau royaume de France. Dans la guerre de succession d'Autriche qui nous oppose aux Anglo-Autrichiens, les victoires aux Pays-Bas du maréchal de Saxe sont de bon augure, et ça malgré l'abandon de la Prusse, qui nous a laissé, si je puis dire, au milieu du gué, entre autres difficultés. D'un point de vue plus personnel, Louis XV, qui a 36 ans, donc dans la force de l'âge, est un grand, beau roi plein de santé, roi magnifique qui a pour favorite depuis environ une bonne année une femme ambitieuse, brillante, extraordinaire, Madame de Pompadour. La famille royale dans tout cela, me direz-vous, eh bien, elle est sur le point de s'agrandir. Le seul fils du roi, le dauphin Louis, a beau n'avoir que 16 ans, il attend le premier enfant que sa femme, Marie-Thérèse d'Espagne, une aimable princesse qui a 3 ans de plus que lui, que sa femme s'apprête donc à lui donner. À vrai dire, le couple du dauphin et de la dauphine est harmonieux, les 2 époux sont unis, comme le roi et la cour de France et l'Europe et tout le monde, ils espèrent un fils. Alors une ombre au tableau. Le 18 juillet, alors que se prépare déjà l'accouchement, un messager sinistre arrive à Versailles pour annoncer que le roi d'Espagne, Philippe V, le père de la dauphine, le père de Marie-Thérèse, vient de mourir. C'est un terrible présage et on juge plus prudent de cacher la nouvelle pour le moment à la dauphine enceinte. Le jour qui suit, elle donne naissance à une fille appelée Marie-Thérèse comme sa mère. Le bébé va survivre. On aimerait pouvoir en dire autant de la mère que l'accouchement a dévasté. À l'époque, c'était très fréquent. Et la dauphine va décliner. Elle va décliner de façon alarmante. Le 22 juillet, elle s'en va rejoindre son père dans l'autre monde. Michel-Antoine précise, ce décès émut la cour. Mais le dauphin fut probablement le seul à regretter sa femme. Il l'aimait d'un sentiment vrai. Pour Louis-Ferdinand, si jeune, l'épreuve est terrible. Or, on ne va guère lui laisser le temps de faire son deuil. Vous savez, il a des charges, des obligations. Il a beau être accablé de douleur, ce dauphin, il n'en est pas moins tenu par ses devoirs politiques. Il est le seul fils vivant de Louis XV et de Marie Léginska, qui ont eu par ailleurs de nombreuses filles. Et on peut dire que sur ses jeunes épaules repose l'avenir de la dynastie. Sans compter, disons-le, en cette période de guerre, les bénéfices diplomatiques qu'on pourrait tirer d'un nouveau mariage du dauphin de France, bien entendu. Alors, quelle princesse va-t-on lui proposer ? J'ai pas dit va-t-on lui imposer, mais enfin on n'en est pas très loin. Sur les rangs, sur la liste, une sœur de la dauphine défunte et puis des princesses portugaises, bavaroises, prussiennes, danoises. Le fait est qu'aucune ne trouve véritablement grâce aux yeux du roi. Les diplomates français font en vérité les yeux doux à une fille de l'électeur de Saxe, qui se trouve être aussi le roi élu de Pologne, Auguste III. Alors évidemment, il a un défaut, cet Auguste, c'est qu'il est l'ancien rival du roi Stanislas, le père de la reine Marie Léginska. C'était quand même un petit peu embêtant. On ne peut pas dire que ce soit précisément un ami de la famille. Mais il a aussi un gros atout,
il pourrait faciliter les relations avec l'Autriche en vue d'une paix qu'il faudra bien conclure un jour. Problème, sa fille aînée est déjà engagée ailleurs. Eh bien qu'à cela ne tienne, on opte pour la petite sœur de 15 ans, Marie-Joseph, qu'on surnomme Pépa dans sa famille. Pour elle, c'est un mariage inespéré. Elle va être, juste après la reine dans l'étiquette, elle va être la deuxième dame de la cour la plus brillante d'Europe. Il y a un grand homme à qui cette alliance tient à cœur, c'est le maréchal de Saxe, qui se trouve être l'oncle de la jeune fille par la main gauche. Voilà qui a dû peser évidemment dans le choix du roi. Regardez là maintenant cette petite Marie-Joseph. Elle a un visage un petit peu curieux, il faut bien le dire, les cheveux clairs, de beaux yeux bleus, un petit peu sombres, des lèvres épaisses. Jusque-là tout va bien, mais on ne peut pas manquer son nez tout à fait disgracieux. Le duc de Crouy écrit, il est toujours perfide Crouy, de visage sans être belle, elle plaît infiniment, pourtant pouvant être appelée un joli laidron qui peut faire sympathique. tourner les têtes. Un joli laidron qui fait tourner les têtes. Une fois l'accord scellé entre Versailles et Dresde, tout va très vite. Le mariage par procuration a lieu en Saxe, début 47, et puis Marie-Joseph et sa suite prennent, ça y est, le chemin de la cour de France. Alors que la princesse est en train de traverser la Brie, elle va recevoir par erreur une lettre que son jeune mari avait en fait adressée à quelqu'un d'autre. Et dans cette lettre, le dauphin confie qu'il n'oubliera jamais son épouse défunte, qu'il sera incapable d'aimer la nouvelle, celle qui arrive. Vous imaginez comme c'est agréable à lire. Marie-Joseph est effondrée, bien entendu. Elle est en larmes au moment où elle va arriver à la cour. Alors, la crise passée, de toute façon, il faut bien affronter la situation. Le 8 février, elle rencontre le dauphin à Corbeil. Et elle a devant elle un prince au physique médiocre, grassouillet, sans charisme. De caractère, Louis peut se montrer froid et même un peu raide. Il est étrange, vous savez, difficile à saisir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas un bout en train. Le lendemain, cérémonie qui renouvelle l'union qui avait été passée dans un premier temps à Dresde dans une atmosphère assez particulière. Et derrière les festivités extraordinaires qui accompagnent l'événement, Marie-Joseph n'a vraiment pas de quoi se rassurer. Elle est très inquiète par tout ce qu'elle voit, par toutes les impressions qu'elle devine sur le visage des courtisans. Il y eut les ovations, les coups de canon, la comédie-ballet, le bal, le feu d'artifice se reflétant sur les eaux noires du Grand Canal, nous dit Jean-Christian Petit-Fils, et le banquet et la cérémonie de mise au lit. Impressionnante et terrible cérémonie. Le regard tremblant et un peu égaré, la petite Allemande cachait ses appréhensions derrière un doux sourire. Louis-Ferdinand restait maussade, immature et lymphatique, obsédé par le souvenir de sa gentille infante rousse. Il n'avait même pas regardé sa femme. Quand il se vit au lit, cette intruse à son côté, il éclata en sanglots. Pour ne rien arranger, au moment où Marie-Joseph fait ses premiers pas à la cour, un âpre conflit est en train de déchirer littéralement la famille royale, puisque les filles de Louis XV et leur frère, le mari de notre Pépa, ont choisi de faire la guerre à la favorite, à Madame de Pompadour, que à chaque fois qu'ils rencontrent, ils affectent d'ignorer superbement. Ils font comme si elle n'existait pas. Évidemment, Marie-Joseph est un peu désemparée. Elle suit le mouvement, elle fait comme eux. Et c'est peu dire que Louis XV apprécie modérément cette cabale familiale. Il finit par avoir une explication bien claire avec le dauphin, avec la dauphine. Vous avouerez que pour la jeune Marie-Joseph, c'est une entrée en matière bien, bien difficile. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous proposez de suivre l'histoire du couple formé par le dauphin Louis-Ferdinand, fils de Louis XV, et sa seconde épouse Marie-Joseph de Saxe. Ils viennent de se marier, mais lui, le jeune époux, a réservé à sa seconde femme un accueil plutôt froid. Pour le reste de la famille, ça se passe comment ? Alors, je vous le disais tout à l'heure, Marie Leginska, la reine, Oui. Au départ, voit arriver cette belle fille d'un œil pour le moins réservé, puisque elle est la fille de celui qui a pris le trône de son père, quand même. Hein. Seulement, Marie-Joseph est gentille et la reine Marie l'est aussi. Vous savez, les bonnes pattes, Marie Leginska. Elle va se rendre compte que c'est idiot de faire payer à cette jeune femme des querelles familiales dans lesquelles elle est totalement étrangère. Et donc, elle va finir par la prendre sous son aile, cette bru. Les filles du roi aussi sont plutôt gentilles avec elle, autant qu'elles peuvent l'être. Mais Madame Adélaïde, notamment, va aider un peu Marie-Joseph à se faire à la cour. Quant à Louis XV, il
a apprécié, pour tout vous dire, l'attitude de Marie-Joseph au moment de la fameuse explication qu'il vient d'avoir avec le dauphin et avec elle. Et de manière générale, il va lui montrer dans un premier temps du respect et bientôt de l'affection. Louis XV débordait d'affection, il faut le dire, il était très bon pour sa famille. Alors, le seul qui renacle dans tout ça, c'est le dauphin lui-même, c'est Louis Ferdinand. Conquérir ce veuf inconsolable ne va pas être une mince affaire, et la dauphine le racontera elle-même, je cite. « Je tâchais, par une obéissance aveugle au moindre de ses volontés, de lui prouver le désir que j'avais de lui plaire. Mais je n'avais pas beaucoup d'instants dans la journée où j'eusse pu le lui prouver, puisqu'il ne restait pas un instant seul avec moi. » Pépa est très attristée par la situation, et pourtant elle aimait du sien. Évelyne Levert le raconte, elle s'ingénia à gagner le cœur du prince en le faisant parler de la défunte, vantant même ses qualités. Modelant sa vie sur celle du prince, elle partageait même les jeux morbides qu'il affectionnait et qu'elle détestait. Le dauphin et ses sœurs, et là on cite un mémorialiste, aimaient à ne voir personne, à parler de mort et de catafalques dans leur antichambre noire. Ils se plaisaient à jouer aux quadrilles à la lueur d'une bougie jaune et disaient ensemble avec délice: nous sommes morts. Ah oui, charmante ambiance. Heureusement, la dauphine trouve une alliée en Madame Henriette, l'aînée de ses belles-sœurs. C'est elle qui va morigéner son frère, qui va l'amener à faire un certain nombre d'efforts. Et Marie-Joseph lui en sait gré. De fait, un lien commence à se nouer entre les époux. Le dauphin passe de l'ignorance à la considération, au moins en apparence. Une difficulté cependant inquiète, la dauphine va multiplier les fausses couches, si bien qu'on finit en 1749 par lui prescrire une cure aux eaux de Forges, ce qu'on faisait pour les femmes qui avaient des problèmes dans leur grossesse. Forges, c'est en Normandie. Bonne initiative, puisque dès l'été 1750, la dauphine met au monde une première fille viable, Marie-Zéphirine. Et puis, dès l'année suivante, un fils, Louis, titré duc de Bourgogne. Ça, c'était le fils tant attendu. Et aussitôt, tout le monde a le sourire. Et Louis XV est très heureux. Il se met à cajoler sa belle-fille. Or, le dauphin et la dauphine ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Encore 4 fils et 2 filles vont naître dans les années suivantes. Un chapelet de naissance qui fait beaucoup pour cimenter le couple et pour le rendre populaire. Alors, les épreuves également ont cimenté ce couple. On pleure successivement la mort de Madame Henriette, dont je vous parlais, à 24 ans, 1752, d'une pleurésie, et puis celle de plusieurs enfants du couple, notamment le brillant, l'attachant petit duc de Bourgogne, qui est vaincu par la maladie, par la tuberculose, à 9 ans seulement. Face à de tels malheurs, Marie-Joseph va développer une tendance certaine à la mélancolie, pour ne pas dire à l'apitoiement sur soi, mais au fond, elle est courageuse, elle fait preuve d'abnégation, et par exemple, quand la petite Vérole va toucher le dauphin, on la voit au chevet de son mari, elle refuse de quitter la chambre au risque de la contagion. De manière assez originale, ce couple désormais uni veille lui-même à l'éducation des enfants. Le dauphin et la dauphine, aux yeux des gens dévots, et ils sont nombreux à la cour, sont, si vous voulez, un peu le pôle de stabilité qui compense la vie tellement dissolue du roi. Même si en vérité, le dauphin, aussi pieux soit-il, s'autorise lui aussi parfois des infidélités. Alors, peut-on dire de Louis et de Marie-Joseph qu'ils forment un couple politique? De ce point de vue, le dauphin n'est pas dans une situation facile. Il ne peut guère exister que dans l'ombre de son père. Or, vous savez que Louis XV, on l'oublie parfois, est un monarque impressionnant. Le dauphin, néanmoins, fait ce qu'il peut. Il se familiarise avec l'exercice du pouvoir, il étudie beaucoup. Il entre dans les différents conseils, il est astreint néanmoins à l'effacement, à la réserve, ce qui ne l'empêche pas d'être souvent en désaccord in petto avec la politique de son père et de ses conseillers. Lui, vous l'aurez compris, soutient le courant dévot de la cour. Il est attaché au caractère divin de la monarchie, il regrette les reculs de l'autorité royale, il déplore l'expulsion des jésuites en 1764. Quant à son épouse, quant à Marie-Joseph, elle ne se mêle en rien de politique. Certains sujets néanmoins la touchent, en particulier la situation de sa terre natale, et elle va être complètement bouleversée lorsqu'on annonce l'invasion de la Saxe par Frédéric II de Prusse en 1756, au tout début de la guerre de 7 ans. Et à ce moment-là, elle plaide pour que la France ne laisse pas ce crime impuni. Néanmoins, pour l'essentiel, le dauphin et la dauphine seraient plutôt, disons-le, en retrait, eux que tout le monde regarde comme le futur roi et la future reine de France. Le futur roi, la future reine, et si en vérité tout le monde se trompait? Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe
Nous sommes cet après-midi, Franck, grâce à vous, au cœur de l'histoire de Marie-Joseph de Saxe et Louis-Ferdinand de France, que jusque maintenant, tout le monde voit comme les futurs reines et rois de France. Ce sont les héritiers du trône, incontestablement. Le dauphin doit succéder à son père. Entre parenthèses, ce dauphin, un peu comme plus tard deux de ses fils, Louis XVI et Louis XVIII, a une certaine tendance à l'embonpoint, pour ne pas dire à l'obésité. Et voilà que soudain, en 1765, alors qu'il était devenu très gros, il se met à fondre, à devenir quasiment maigre. Personne ne s'en alarma, nous dit Evelyne Levert. Marie-Joseph disait qu'elle ne l'avait jamais vu si fort en beauté. Au cours de manœuvres au champ de Compiègne, il commanda brillamment son régiment, le Dauphin Dragon, mais le 11 août, il fut pris d'une violente fièvre, accompagnée d'une toux sèche, bientôt suivie de crises d'étouffement. Et oui, le voilà lui aussi saisi par cette tuberculose qui aura littéralement décimé la cour de France au milieu du XVIIIe siècle. Déjà, ses jours sont comptés et Marie-Joseph là va commencer à vivre des choses terribles. Pendant tout l'automne 1765, le mal empire. La gravité de l'état du dauphin ne fait maintenant plus aucun doute. Et d'ailleurs, un jour, il est avec son fils aîné, le duc de Berry, celui qui va devenir bientôt Louis XVI, qui n'a que 11 ans à l'époque. Il lui dit « Eh bien, mon fils, vous pensiez donc que je n'étais qu'enrhumé. Sans doute que quand vous aurez appris mon état, vous aurez dit « Tant mieux, il ne m'empêchera plus d'aller à la chasse ». Entre parenthèses, quel cynisme chez cet homme. Il n'en a pas tellement envie de le fréquenter, non, le dauphin pas trop, Louis. Non. Alors il a des moments de rémission, mais il finit néanmoins par s'éteindre juste avant Noël 1765. Et pour Louis XV, la perte de ce fils de 36 ans est terrible. Vous savez, Louis XV s'était habitué à lire des reproches muets dans les regards de son fils. Il y avait des silences fréquents et qui étaient très éloquents. Et néanmoins, il s'y était habitué. Et puis Louis XV est un père. J'allais dire, il est un père avant tout. Il vit très mal. Il vit ça comme une sorte de punition personnelle. Quant à Marie-Joseph, évidemment, elle s'effondre. Dans les mois qui suivent, on la voit s'enferrer dans cette mélancolie qui déjà avait gagné son caractère. Dans ses lettres à ses proches, elle s'épanche. Elle écrit un jour « J'espère que ceux qui prient pour ma conservation se souviennent qu'en la demandant, ils me désirent un long martyre. » Autrement dit, cette jeune femme ne désire déjà plus que la mort. Marie-Joseph ne sera, ça maintenant c'est certain, jamais reine de France. Elle n'en garde pas moins une place très importante à la cour. Louis XV lui donne des preuves de son estime toute particulière. Il fit pour elle un geste qui lui coûta, raconte Jean-Christian Petit-Fils. Il lui attribua en effet l'appartement de Madame de Pompadour. Madame de Pompadour était morte, elle aussi, de la tuberculose 2 ans plus tôt. Cet appartement au rez-de-chaussée du château, appartement où il s'était juré de ne plus jamais se rendre. Eh bien néanmoins il le donne à sa belle-fille. Marie-Joseph vit donc tout près de chez lui. Le roi vient d'ailleurs souvent lui rendre visite et cette proximité n'est pas du goût de ceux qui se méfient de l'influence supposée de Marie-Joseph. C'est notamment le cas du plus puissant des ministres de l'époque, Choiseul, qui ne l'aime pas du tout. Il sait que Marie-Joseph avait bien l'intention de marier le duc de Berry, son fils maintenant aîné, avec une princesse saxonne comme elle. Or lui, vous le savez, Choiseul est pour le mariage autrichien, qui va avoir lieu d'ailleurs avec Marie-Antoinette. Marie-Joseph, maintenant veuve, reste fidèle au souvenir de Louis-Ferdinand. Elle continue de suivre de très près l'éducation de ses nombreux enfants. Elle cherche l'essentiel de son secours dans une piété profonde, qui n'est pas d'ailleurs sans avoir quelques aspects un peu mortifères, il faut bien le dire. Et la vérité, c'est que la force lui manque. Celle qu'on surnomme la triste Pépa maintenant sent bien sa santé chancelée. Elle aussi est atteinte de tuberculose et pendant l'hiver 66-67, on la voit décliner. C'est très impressionnant. Pâle et maigre, nous dit Evelyne Levert. Elle errait dans ses appartements, toussant à fendre l'âme. Je crus parler à la mort elle-même tant je la trouvais défigurée, écrivait son frère Xavier de Saxe. En mars, il devient évident que ce n'est plus maintenant qu'une question de jours. Ses enfants sont là, qui l'entourent, et la petite dernière, Madame Élisabeth, n'a même pas 3 ans à ce moment-là. Le 13 mars, dans la soirée, Pépa rend son dernier souffle. Le duc de Berry a donc un peu plus de 12 ans maintenant, il écrit dans son journal « Mort de ma mère à 8h du soir ». Comme souvent chez le futur Louis XVI, la mention est sobre, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en vérité, ne vous y trompez pas, car cette phrase toute simple cache en vérité une profonde désolation.
Bonjour Evelyne Levert. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être avec nous, d'être en public. On entend le public du studio Espace d'Europe 1. Le futur roi Louis XVI, qui donc encore n'est que le duc de Berry, Gros Berry comme on l'appelle bientôt à la cour, est extrêmement triste. Ils le sont tous, bien entendu. Tous les enfants de Marie-Joseph pleurent à fendre l'âme. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité dans cette famille royale. Et même lors des précédents deuils, on avait vu le roi pleurer à maintes occasions. Mais ce pauvre garçon, car je dis bien exprès ce pauvre garçon, n'a pas de chance, car tout petit... Parmi ses frères et sœurs, il est le mal-aimé. Oui. Les parents préfèrent l'aîné qui est le duc de Bourgogne. Qui va mourir donc à l'âge de 9 ans, lui. À l'âge de 9 ans. Et puis, ils préfèrent aussi le comte de Provence, le futur Louis XVIII, le comte d'Artois. Et on n'aime pas beaucoup le petit Berry parce qu'il est terne, il n'a pas de charme. C'est lui l'héritier du trône. C'est lui, oui, mais il l'était pas. Au début, il l'était pas. Et on lui demande quelque chose de terrible. À l'âge de 6 ans, on lui demande d'aller auprès de son frère aîné, le duc de Bourgogne, qui est très malade. Lui aussi, il est atteint de tuberculose. Et on lui demande d'être son petit compagnon de jeu et de l'assister. Et le petit duc de Bourgogne est d'une cruauté, comme savent l'être les enfants. C'est un enfant gâté, c'est un enfant en principe très intelligent et très cruel avec son petit frère. Et il lui fait bien comprendre qu'il sera indigne de régner, alors que lui, le petit Bourgogne, est un petit génie. Et il a torturé son frère... pendant à peu près 2 ans. Donc, et lorsque ce petit génie de duc de Bourgogne vient à mourir, les parents se rapprochent des autres enfants et ils laissent de côté Berry, parce que Berry, il l'aime pas beaucoup, il est ennuyeux, il n'a pas de charme, et il le sent très bien. D'ailleurs, l'héritier du trône, Louis Ferdinand, dit bien que lorsqu'il va dans la chambre de son fils, eh bien, il est désespéré de voir Berry à la place du duc de Bourgogne. Et naturellement, le pauvre Berry ressent cela. Et pourtant, il sera très triste à la mort de son père, parce qu'il comprend qu'il va, lui, devenir le dauphin, c'est-à-dire l'héritier du trône. Et aussi, et il sait aussi que son père aurait eu peur de régner. Et son père va lui passer, n'est-ce pas, cette peur, cette angoisse à l'idée de porter un jour une couronne. Si je lis entre les lignes dans ce que vous nous dites très poliment, Evelyne Levert, le dauphin et la dauphine portent une responsabilité importante dans l'échec du règne de Louis XVI, en vérité. Écoutez, je n'irai pas jusque-là, mais on voit un garçon qui est plein de complexes, mal dans sa peau. D'ailleurs, il faut bien dire une chose, c'est que le dauphin, dont vous nous avez fait un portrait magnifique, le dauphin était un homme qui était mal dans sa peau. N'est-ce pas? Je vais faire un petit rapprochement. C'est toujours très difficile d'être dauphin. Pensez aujourd'hui, à Charles d'Angleterre. Charles attend, excusez-moi pour ce mauvais jeu de mots, mais c'était exactement le même cas pour un dauphin. On attend, on est obligé de vivre dans l'ombre. On avait connu la même chose avec le grand dauphin, le fils de Louis XIV, qui d'ailleurs avait dit au moment où son fils, le duc d'Anjou, devenait roi d'Espagne, il avait dit « Je suis fils de roi, père de roi, jamais roi. Et moi jamais roi ». Mais enfin, il avait une vie, le grand dauphin avait une vie plus heureuse, confortable, très confortable. Il menait sa petite vie tranquille de son côté avec les maîtresses qu'il voulait, ses collections, tandis que le père de Louis XVI est un homme qui est renfermé sur lui-même, c'est un tartuffe qui trompe sa femme. La pauvre Marie-Joseph écrit des lettres pathétiques pour dire je sais ce qu'il fait avec tel ou tel, mais je ne peux rien dire et je le recevrai toujours avec le sourire. Il faut dissimuler, alors le dit. Justement, nous parlons beaucoup du dauphin. Nous allons dans un instant venir au cas de la dauphine, cette triste Pépa, qui n'a pas laissé, disons-le, une très grande image dans l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et aujourd'hui, c'est une émission en public. Et vous l'entendez, le public. Merci d'être là. Très nombreux aujourd'hui.
Dans ce studio espace d'Europe 1. D'ailleurs, si vous ne pouvez pas être avec nous aujourd'hui dans le public, vous pouvez toujours vous connecter sur europe1.fr pour nous suivre en vidéo et être un petit peu avec nous dans le public. Aujourd'hui, Franck, vous recevez Evelyne Levert. Elle est historienne, biographe de Louis XVI, Marie-Antoinette et Louis XVIII. Elle est aussi l'auteure du dictionnaire amoureux des reines, paru chez Plomb. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Louis et Marie-Joseph de Saxe. Alors, cette Marie-Joseph de Saxe arrive dans une cour qui ne veut pas vraiment d'elle. Il faut dire qu'elle arrive juste après, très peu de temps après, la mort de sa devancière. Il y avait une première dauphine dont son mari était assez amoureux d'ailleurs. Oui, alors il était amoureux de cette petite infante espagnole, mais elle n'avait pas beaucoup de succès à la cour de France. On la trouvait pas très jolie, pas très aimable, mais le dauphin en était très très épris. Ce dauphin avait des besoins sexuels, ça tout le monde le dit, tout le monde le sait. C'était un Bourbon. C'était un Bourbon, et elle avait 4 ans de plus que lui, et par conséquent c'était une vraie femme. Et il est bouleversé par la mort de cette jeune femme qui ne laisse absolument aucun souvenir, faut bien dire les choses comme elles sont, à la cour. Personne, le roi ne l'aimait pas spécialement, la reine non plus, elle passait. Mais qu'est-ce qu'on demandait à ces femmes? Tout simplement, on leur demandait de donner des héritiers au trône. Et puis si elle savait s'imposer, si elle savait être un petit peu amusante, eh bien là, elle pouvait jouer un rôle. Mais en réalité, leur rôle, c'était un rôle de reproductrice. Et c'est la pauvre reine Marie Lexinska qui aurait dit toujours grosse, toujours couchée, toujours grosse, toujours accouchée. Mais c'est un petit peu ce qu'on demande. C'est tout à fait ce qu'on demande à la dauphine. C'est le rôle de la dauphine. C'est le rôle de la dauphine, bien évidemment. Alors, la première dauphine est morte. On ne laisse pas à Louis le temps de faire vraiment son deuil. On lui impose quasiment un mariage dans la foulée. Et ce mariage, en plus, qu'on le veuille ou non, avec la fille de celui qui a détrôné son grand-père. Oui, mais c'est pas tellement ça qui le trouble, parce que le grand-père, il est retombé sur c'est Stanislas. Stanislas Leczinski, ça a été un roi quand même très 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 éphémère. C'est pas ça qui trouble le dauphin. Il ne veut pas, pour dire les choses franchement, coucher avec une femme qu'il ne connaît pas et qui ne lui inspire rien du tout. Alors on dit qu'elle aurait proféré quelques paroles intelligentes en disant, eh bien, le désespoir que vous montrez me laisse penser que vous avez une sensibilité extraordinaire et qu'un jour vous pourrez peut-être m'aimer. Ça, c'est ce que l'on dit. Elle a été quand même très docile, très dévouée, très gentille. Elle pouvait pas faire autrement, que quand une princesse arrivait dans une famille royale, il fallait s'adapter. Et l'adaptation était toujours extrêmement difficile. Le roi la regardait gentiment, mais sans plus. C'était quand même pas une beauté. Elle avait une conversation intelligente, certes, mais enfin, qui ne passionnait pas le roi. Et ce sont ses belles-sœurs qui ont beaucoup fait pour elle, en particulier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame Henriette et Madame Adélaïde. Elle a le même âge que Madame Adélaïde, et les sœurs du dauphin sont très possessives à l'égard de leur frère, et elles ne le laissent jamais seul, et lui, il est rassuré quand il est avec ses sœurs. Et être avec ses sœurs, c'est une façon de ne pas être avec sa femme. Et c'est une façon d'être contre celle qui domine la cour à l'époque, c'est-à-dire Madame de Pompadour. Alors la pauvre dauphine, elle se retrouve un peu malgré elle dans le camp anti-Pompadour. Elle n'a rien demandé, mais elle voit que son mari, ses belles-sœurs sont contre cette dame, donc elle en fait autant. Elle est obligée. Elle est obligée. Et alors le roi la convoque. Il la convoque avec son époux. Et elle est obligée d'aller voir Madame de Pompadour pour lui dire qu'elle n'a absolument rien contre elle. D'ailleurs, l'ambassadeur de Saxe avait prévenu la dauphine qu'il fallait compter avec Madame de Pompadour beaucoup plus qu'avec la reine, parce que c'était elle qui était la compagne, même si elle n'était plus à l'époque elle est encore sa maîtresse. Oui, d'ailleurs, oui, tout juste. Eh bien, à ce moment-là, on l'a prévenu qu'il faut compter avec Madame de Pompadour. Donc tout est très compliqué, parce qu'en plus, la dauphine est une pieuse personne, et le couple du roi et de Madame de Pompadour, c'est l'incarnation du péché. Et son mari lui fait bien comprendre que c'est l'incarnation du péché. Mais lui sera hypocrite. Oui, il sera terriblement type. Alors il y a une histoire terrible. Il essaye même d'être le rival de son père avec Madame de Choiseul-Pralin. Il jette son dévolu sur un certain nombre de femmes de la cour qui n'osent pas trop aller avec lui. Et qu'est-ce qui se passe? La dauphine a une femme de chambre qui s'appelle Madame Bergougnoux, et Madame Bergougnoux voit le dauphin dans la garde-robe de la dauphine, et elle lui fait des petites gâteries tous les jours. Et la dauphine ne s'en est jamais aperçue. Seulement un jour, il y a eu un couac, c'est que
elle a volé, Madame Bergogneau a volé les joyaux de la dauphine. Et elle a dit, de toute façon, oui, c'est moi, d'accord, mais moi, le dauphin me soutiendra, car vous savez, le dauphin et moi, tous les jours. Alors, une histoire épouvantable, on a mis Madame Bergogneau au couvent, on n'a jamais su si la dauphine avait su, oui ou non, ce qui se passait. Mais en tout cas, même si elle a su, elle a fait semblant de ne pas savoir. Elle avait l'habitude de faire semblant, mais elle dit bien dans une de ses lettres qu'elle sait les visites que reçoit son mari le matin et que c'est scandaleux, mais je lui ferai toujours bonne figure. Nous parlerons tout à l'heure de la mère et on reviendra sur les différents enfants, bien entendu. Le couple va avoir tendance à s'arranger avec le temps. Les années passant, ça va de mieux en mieux. Quand on visite le château de Versailles, on voit dans la disposition du rez-de-chaussée de la partie sud du corps central du château, ces 2 appartements en enfilade dont les petits cabinets intimes communiquent. Et d'ailleurs, on dit que ces portes-là, lorsqu'on a voulu les fermer à la mort du dauphin, ne pouvaient même plus se fermer tellement elles avaient l'habitude d'être ouvertes. C'est-à-dire qu'ils vivaient quand même ensemble d'une certaine manière. Ils vivent en retrait de la cour, et il y a une pièce qui existe toujours, qui est particulièrement intéressante, c'est le bureau bibliothèque du dauphin, c'est une pièce ravie, des Vernis-Martin sublimes, un bureau qui est magnifique, avec un maroquin bleu, une pièce très féminine. Un très grand raffinement. D'un très très grand raffinement, et il a une bibliothèque très importante, car le dauphin est un homme de cabinet. Il travaille, on peut dire, toute la journée. Même le roi lui dit un jour, vous voulez devenir avocat à la Tournelle, c'est pas possible, travailler comme ça. Et en fait, il se complète dans la lecture des théoriciens de la monarchie absolue. Son auteur favori, c'est Cardin Lebray. Il a lu Montesquieu, mais il dit que c'est dangereux. C'est un prince réactionnaire. Il est totalement réactionnaire, et il défend une idée, c'est intéressant de le souligner, parce que ce sera l'idée de Louis XVI. Il défend l'idée de la monarchie absolue de droit divin. Donc, il n'a de rendre à compte, le roi n'a de rendre de compte à rendre qu'à Dieu, et si il ne fait pas bien son devoir, un jour il sera puni dans l'autre monde. Oui, voilà. Dans l'autre monde. Et donc il théorise terriblement sur ces textes. Et Louis XVI aura les notes de son père, et il reprendra les mêmes idées. Pas un seul instant, il ne pense qu'il peut y avoir une délégation de pouvoir même à des élites. Alors c'est très intéressant de voir quelles seront les conséquences de l'éducation que Louis et Marie-Joseph donnent à leurs enfants sur les règnes de Louis XVI, de Louis XVIII, de Charles X, sur la vie de Madame Élisabeth et accessoirement sur celle de la reine de Sardaigne, Madame Clotilde. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est une émission royale et en public que vous propose aujourd'hui Franck Ferrand, puisque nous découvrons Louis et Marie-Joseph de Saxe, les dauphins de France, mais pas que, toute la cour royale aujourd'hui est au cœur de l'histoire. Avec Evelyne Levert, votre invitée, elle est historienne, biographe de Louis XVI, Marie-Antoinette et Louis XVIII et auteur du Dictionnaire amoureux des reines paru chez Plon. Oui, dans la biographie de Louis XVI, il est évident que le dauphin et la dauphine jouent un rôle essentiel. Ce sont ses parents quand même. Donc, les parents jouent toujours un rôle essentiel dans une vie. Et comment ? Or, ces parents-là sont très particuliers, notamment le dauphin, vous nous l'avez dit. Disons les choses, il incarne les espoirs de ce qu'à la cour on appelle le parti dévot, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus religieux à la cour. De plus religieux et de plus réactionnaire. Nous sommes à l'époque du siècle des philosophes, et là on commence, enfin c'est pas nouveau, mais enfin on conteste la monarchie absolue de roi divin. Oui. Et justement, je le disais il y a quelques instants, c'est l'idéal du prince, c'est la monarchie absolue de droit divin. Le roi est le lieutenant de Dieu sur la terre. Sauf que tout le règne de Louis XV aura été un cheminement vers toute autre chose, notamment Absolument. Sous la poussée des parlements, sous la poussée également de l'opinion et des fameux philosophes. Madame de Pompadour elle-même incarne ce courant philosophique. Louis XV est un peu à la croisée des chemins. Son fils, lui, est clairement dans le camp
adverse en quelque Absolument, sorte. Il est anti-philosophe. On en a fait une sorte de saint d'ailleurs. C'est l'abbé Broyard qui va littéralement figer l'image du dauphin. Oui, mais alors vous savez, après la mort toujours d'un prince, il y avait des hagiographes qui racontaient la vie du prince en question. Et là, l'abbé Broyard, qui est vraiment le représentant de ce mouvement, de ce courant dévot, l'abbé Broyard fait du dauphin un saint, et il inculque l'idée à son fils et à ses fils que leur père était un saint et qu'il faut aller dans le sens où il allait. Et leur mère ne calme pas le jeu, si je puis dire, puisqu'au contraire, elle en rajoute, et alors elle est en dévotion permanente. Alors oui, alors que cet homme, mais ça arrive quelquefois dans les veuvages, alors que cet homme l'avait fait souffrir, son mari l'avait fait souffrir, eh bien, à partir du moment où il meurt, elle le vénère comme un saint. D'ailleurs, quand on a retrouvé dans l'inventaire après décès de la dauphine, on a retrouvé un nombre d'amulettes, enfin, c'est pas des amulettes, il faut pas dire ça, mais un nombre de reliques, reliquaires absolument époustouflants. Elle avait des morceaux de la Verte-Croix et des morceaux de saints qui étaient des saints jésuites. Donc, vous voyez, ça à l'époque où les jésuites avaient été chassés du royaume. Et ça avait été le grand drame pour le dauphin, que l'exil des jésuites, qui a été voulu par Louis XV pour des raisons politiques, on ne va pas les expliquer ici, et Choiseul. Donc, la bête noire du dauphin, c'est Choiseul. C'est Choiseul. Parce qu'il n'ose pas dire que sa bête noire, c'est son propre père. Donc, il choisit le ministre. Il choisit le ministre. Oui, voilà. Vous avez bien raison. Et alors, ce qui est très grave aussi, pour le futur Louis XVI, ça, évidemment, c'est pas exactement dans la question que vous posez, mais il faut le dire ici, c'est que le dauphin a été profondément hostile au renversement des alliances, qui est la politique voulu par Louis XV et exécuté par Choiseul. Ce renversement des alliances, c'est le rapprochement entre la France et l'Autriche, et on va donner plus tard à ce garçon qui est faible, le futur Louis XVI, on va lui donner ce que son père réprouvait, c'est-à-dire une archiduchesse qui représente justement ce que son père ne voulait pas. Ce qui explique aussi les difficultés de ce couple à ses débuts. Et à cette époque-là, le roi Louis XV a une nouvelle favorite qui est Madame du Barry, qui n'a rien trouvé de mieux que d'installer sa salle à manger où l'on donne les soupers fins dans la chambre même où a disparu la dauphine Marie-Joseph de Saxe. Absolument, mais ça, elle s'en moque éperdument. De toute façon, la dauphine était pour elle... Bon, Louis XVI a été définitivement marqué, et le côté très religieux des débuts du règne de Louis XVI s'explique très largement de cette façon. Absolument. Qu'en a-t-il été après la Révolution, des décennies plus tard, des deux règnes de Louis XVIII et Charles X, qui eux aussi, comtes de Provence et comtes d'Artois, sont les enfants de ce couple delphinal. Alors là, quand même, le temps a passé. Oui. Le temps a passé, il y a eu la Révolution, il y a eu une période d'exil extrêmement longue, mais Louis XVIII, comme Charles X, Louis XVIII voudrait renouer avec le fil des temps, et on est obligé de lui dire qu'il faut, s'il veut régner, eh bien, il ne faut pas revenir à la monarchie d'Ancien Régime, c'est qu'il faut accorder une charte. Il veut pas de constitution, mais enfin, bon, disons que la charte est une forme, c'est l'image de la constitution, mais il prend le terme charte, qui est, vous voyez, sans son Ancien Régime, et puis, après, il y aura Charles X qui voudra, Charles X, aussi, qui reste très proche de l'image de son père. Il reste très proche de l'image de son père, alors, proche politiquement. Politiquement, certes, oui. Et moralement, disons, oui. Moralement, bon, quand même, il est très pieux, mais enfin, il a pris quand même un certain nombre de libertés. Oui. Et c'est un homme, c'est un jouisseur quand même, Charles X. Il ressemblerait plus à Louis XV de ce point de vue-là. Celle qui aura été de tous la plus religieuse, c'est Madame Élisabeth, finalement. Madame Élisabeth, bon, alors elle aussi, son hagiographie a été faite, a été écrite, et elle aussi, elle passe pour une sainte. Mais il faut dire qu'elle a subi pendant la Révolution une sorte de calvaire, elle aussi. Merci beaucoup Evelyne Levert. On pourrait en dire encore beaucoup sur non seulement ces deux personnages, mais sur toute la famille autour d'eux, bien sûr, et sur leurs descendants. Je renvoie nos auditeurs, plutôt qui sont vos lecteurs, à vos ouvrages sur Louis XVI, sur Marie-Antoinette, sur Madame de Pompadour, et puis à ce dictionnaire amoureux des reines qui est actuellement en librairie et qui est publié chez Plon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Depuis 14h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Marie-Joseph de Saxe et Louis-Ferdinand de France, les dauphins de France. Il est temps maintenant d'aller un petit peu chez eux, à Versailles, avec Lorena Martin. J'ai dit un mot tout à l'heure de l'appartement du dauphin et de la dauphine au rez-de-chaussée du château de Versailles. Il se trouve qu'en ce moment, il y a des travaux dans toute cette partie du château, et des travaux d'ailleurs extrêmement importants, et que donc il n'y a pas de visite thématique chez le dauphin et chez la dauphine. Ça reviendra. On peut en revanche visiter les appartements de leurs belles-sœurs, sœurs et belles-sœurs, les appartements de mesdames de France de l'autre côté nord. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. C'est le meilleur moyen de visiter Versailles, c'est de s'inscrire à des visites thématiques. C'est le meilleur moyen surtout d'éviter les files d'attente interminables à l'entrée du château. Vous avez des visites guidées qui sont proposées tous les jours. Elles durent environ 1h30. Des visites pour une vingtaine de personnes. Donc les appartements du dauphin et de la dauphine, comme vous le disiez, sont en cours de restauration. Mais on peut voir les appartements des filles de Louis XV, donc Madame Adélaïde et Madame Victoire, qui sont ces pièces situées sous le grand appartement. Elles affectionnaient particulièrement l'art moderne et elles ont vécu dans ces dans ces appartements jusqu'à la Révolution. Rocaille, exactement. Il y a plusieurs visites par an. Les prochaines dates sont en février. Vous avez le 3, le 7, le 13 et le 23 notamment. Et une autre visite qui plaît beaucoup à Versailles. Là, on monte, si je puis dire. C'est chez les favoris du roi. C'est un circuit qui permet d'aller dans des espaces inaccessibles d'ordinaire, en dehors des cadres de visite guidée. Souvent mansardées, très complètement. Et ce sont les appartements privés de Madame de Pompadour et Madame du Barry, très luxueux, raffinés, à proximité immédiate des petits appartements du roi Louis XV. Et là aussi, vous avez plusieurs dates. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir quels sont les thèmes des visites qu'on peut faire d'une façon générale en ce moment à Versailles ? Il y en a beaucoup, mais vous pouvez notamment voir Versailles, Château des Rois, Palais de la République. C'est la seule visite qui permet de comprendre comment Versailles a traversé tous les siècles. On évoque la résidence royale, la transformation du lieu en musée d'histoire de France par Louis-Philippe, jusqu'à la salle du Congrès qui a permis d'élire les premiers présidents de la République. Et à noter d'ailleurs que la prochaine exposition du château de Versailles, qui se tiendra donc du 6 octobre au 4 février 2019, reviendra sur le rôle de Louis-Philippe dans la reconversion du château. On peut, et je dirais même qu'on doit évidemment visiter l'appartement intérieur du roi, qui est le cœur névralgique du pouvoir et de l'art à Versailles, mais il y a aussi des visites pour les familles, pour les visites pour les enfants. Complètement. Il y en a de très nombreuses pour les enfants à partir de 5 ou 6 ans, sur les pas de la Reine à Trianon, la promenade découverte dans les bosquets, des ateliers de sculpture aussi et de modelage en famille, et où encore il était une fois les carrosses, qui permet de visiter la galerie des carrosses où on y découvre toute la collection des traîneaux et chaises à porteurs. Il suffit d'aller sur internet, Château de Versailles, c'est aussi simple que ça. Châteauversailles.fr. Merci beaucoup Lorena Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et dans quelques minutes, sur Europe 1, il sera 15h. Eh bien justement, Franck, depuis quand dit-on 14h, 15h, 16h et non plus 3h, 4h, 5h de l'après-midi ? C'est vous qui dites ça, je vous dis. Moi, je continue à dire à 3h, à 3h30. Alors, les gens disent à 15h30. Oui, c'est ça. Enfin, c'est vrai. La tradition a très longtemps été en France de compter jusqu'à 12, donc 12 heures avant midi, puis ensuite 12 heures après midi, ce qui fait qu'on disait du matin et du soir. Sur les télégrammes notamment, on mettait le M quand on envoyait à 8 heures du matin et le S quand on envoyait à 8 heures du soir. Un peu comme font les anglophones avec antéméridiem et postméridiem, vous savez, AM et post et PM. Les cadrans d'ailleurs sont divisés en 12. Si vous regardez une horloge à cadran, vous verrez qu'il y a bien 12 segments et non pas 24. Bon, on trouve ça encore d'ailleurs dans un certain nombre de pays aujourd'hui. Oui, en Europe du Nord encore beaucoup, en Australie, au Canada, aux États-Unis. Exactement. Où c'est encore un système en 12 heures. Ce qu'il faut peut-être vous dire aussi, c'est que jusqu'au 19e siècle, il n'était pas la même heure à Brest et à Strasbourg au même instant. Il y avait 50 minutes de différence en France entre l'Ouest et l'Est. En 1884, c'est l'ingénieur écossais Fleming qui découpe le globe terrestre en 24 fuseaux horaires, des tranches si vous voulez, qui permettent au pays au moins de s'aligner sur un fuseau horaire. Et puis avec les trains, bien entendu, avec tout le système ferroviaire, il a fallu instaurer un temps civil, une heure légale sur l'ensemble du territoire. Ensuite, il y aura l'heure à partir du méridien de Greenwich, vous savez, le GMT. Bon, il faudrait entrer là dans tous les détails. Ce qui est certain, c'est que la loi du 9 mars 1914, à laquelle donc adhère, par cette loi plutôt, la France adhère au système des fuseaux horaires. Donc normalement, c'est depuis mars 1914 qu'on dit qu'il est 14h59 et non pas 3h moins 1. Donc vous êtes en train de dire que vous avez plus de 100 ans de retard. Voilà, je ne vous le fais pas dire. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.